Vraiment info sec, hein, pas hacking, hardware hacking ou autre. Non? Oui. Pas vraiment. Bon, on va essayer de simplifier un petit peu tout ça avec des explications relativement claires. Donc, je me présente, je suis Damien Coquille, directeur R&D du laboratoire CQ de CISRIM. Alors, je suis intéressé dans le hacking au sens large, c'est-à-dire pas simplement ce qu'on appelle sécurité informatique, le fait de bidouiller des serveurs, des protocoles, etc. Mais plus aussi tout ce qui concerne l'électronique, ainsi que le hardware, donc tout ce qui est fabrication, etc. Vous pouvez me trouver sur Twitter, sur @virtuallabs, et puis on va mettre pro ici. Donc de quoi va-t-on parler? On va parler de STB. STB, c'est l'acronyme qui signifie Set Top Box, qui est traduit, on va dire, à peu près en français en boîtier de TV de salon, qu'on retrouvera un peu partout. Et ces STB prennent du terrain, de plus en plus de terrain. Pourquoi? Parce qu'on veut de plus en plus mettre des télés connectées. C'est-à-dire des télés qui non seulement font télé, mais intègrent aussi des navigateurs et intègrent d'autres applications pour faire participer à ce bel effort qui est l'Internet des objets. Donc plus d'Internet, plus d'objets connectés, plus de possibilités aussi pour les pirates, hein, des frigos connectés, etc. Donc ces set-top box sont fournis notamment par défaut par certains FAI dans leurs offres tripleplay. Vous avez notamment des services de replay. Vous pouvez consulter TF1 Replay par exemple, ou M6 avec des programmes en différé, J+1 notamment. Et la grande question que l'on se pose, qu'on a le droit de se poser avec ces systèmes qui sont fournis tout près, soit par des opérateurs, soit par des fournisseurs tiers. Vous avez par exemple Netflix qui fait des boîtiers un peu de même genre, Amazon aussi a essayé d'en faire. Et il y en a certainement d'autres qui vont arriver par la suite. C'est est-ce que la sécurité de ces boîtiers est-elle un échec par conception? C'est-à-dire le fait que ce soit une boîte noire. Bon, excusez-moi, la tournure est empruntée à un certain Nicolas Ruff, qui, s'il voit un jour cette vidéo, comprendra parfaitement. Pour faire le tour des set-top box, donc ce qu'il faut bien voir, c'est que ces STB, ce sont des boîtiers qui sont généralement en boîte noire, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on sait que ça peut fonctionner par exemple sous Linux, on sait que c'est un truc électronique qu'on branche directement à la télé et au réseau et ça fonctionne. Donc, ce sont des boîtiers qui sont installés chez vous, qui permettent de regarder de la télé par internet, bien sûr en attendant Netflix, qui ne vont pas tarder à arriver et qui va peut-être vous verser quelques petites habitudes. Les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet, en fournissent dans leurs offres tripleplay. Vous avez une Livebox, vous avez je sais pas, une D-Box, une Freebox. Vous avez un STB qui est associé. C'est le boîtier dans lequel, par exemple, sur la Freebox, vous mettez vos Blu-ray qui fait notamment la lecture de fichiers multimédia. Et ce sont ces mêmes boîtiers qui gèrent notamment les différents replays, avec les connexions Internet, les différents mécanismes. Alors là encore, ça dépend vraiment des fournisseurs. Elles sont présentes dans de très nombreux foyers. Elles ne sont pas forcément présentes que dans des particuliers, on les trouve aussi des fois dans des sociétés. Et elles ont la particularité d'être connectées au réseau. Autrement dit, c'est un peu comme si c'était un ordinateur qui était au sein d'un réseau. Et si cet ordinateur n'est pas sécurisé, il y a moyen de s'amuser. Quelques exemples de STB, vous avez la Livebox par exemple, on aura la Freebox V6 avec son petit boîtier, avec le petit lecteur Blu-ray qui va bien. On retrouvera aussi la 9box des SFR, et puis la V-Box Sensation, par exemple, la manière de briller. Une petite précision quand même, ce talk s'appuie sur une étude de cas, un cas qui est sans doute, on va dire, réel. Je ne diffuserai pas, je ne dévoilerai pas le type de boîtier qui a été audité, je ne dévoilerai pas non plus l'époque. Non, bon, c'est... voilà, on est en France, quoi, on ne peut pas se présenter avec ce genre de choses. C'est bien dommage. Donc, dans la mesure du possible, c'est-à-dire si j'ai pas vu assez dire avant. Premier contact avec une STB. À quoi ça ressemble? Bon, déjà, c'est quoi? Bon, de base, quand on regarde le boîtier, on se dit que c'est un système embarqué qui fait office de lecteur multimédia, TV, avec pourquoi pas des lecteurs Blu-ray connectés qu'on met dans le salon, à côté de sa télé. Bon, c'est pas forcément sa place originale, mais c'est là où on est amené à le mettre. Donc après, avec des liaisons CPL, etc., j'en passe et des médias. On se retrouve avec un OS qui est connecté au monde extérieur, et notamment à Internet, généralement passant par une box ou une connexion via des commutateurs, des switches, tout ce que vous voulez. Il y a différents moyens de les connecter. Et on a un matériel qui est adapté, c'est-à-dire qu'on est sur l'embarqué avec potentiellement un système qui intègre un disque dur et quelques chipsets spécifiques s'il y a des traitements particuliers à faire, je pense notamment à tout ce qui est DRM. Des fois, on a des TPM qui sont présents, etc. Et on a bien sûr plusieurs OS. Donc sur les set-top box, on pourrait s'attendre à avoir non pas du Windows, on pourrait s'attendre à avoir du Linux. Donc c'est effectivement un OS qui commence à être assez présent, assez populaire. Mais on a aussi des vieux OS, des vieux trucs tout
anciens pardon, qui sont utilisés notamment par la NASA, qu'on retrouvera, donc c'est peut-être que VxWorks. Alors VxWorks, c'est un truc assez sympa, assez sympa, assez rudimentaire, mais qui fonctionne, enfin, quand c'est à peu près bien développé au niveau de la couche logicielle. Donc je me suis intéressé à ma STB, à mon boîtier de savon. Je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce boîtier de savon? Donc ma STB, bon, elle est basiquement fournie par mon FAI, sans plus, je ne citerai bien sûr pas le nom du FAI. Vous ferez comme pour les pubs, vous savez, je vous en envoie 4 ou 5, et à vous de trouver bon. C'est une boîte noire complète, j'ai pas vraiment envie de la démonter, pour des raisons X ou Y qui me regardent. Bon, c'est effectivement un plan qui est envisageable de démonter. Tu peux très bien prendre un tournevis, démonter la box, regarder ce qu'il y a dedans, et puis essayer de déduire ce que je peux de ces différents éléments. Bon, le problème c'est qu'en fait sur ma box il y a un scellé. Autrement dit, il y a quelque chose qui, s'il est brisé, peut permettre à mon fournisseur d'accès à Internet de dire que j'ai bidouillé sa box. Et accessoirement, quand on lit bien les conditions générales de vente et d'utilisation, de me facturer une 80 ou 90 € pour avoir porté atteinte à l'intégrité d'un de ces éléments. Ce qu'il faut bien voir, c'est quand on a une box, par exemple en location, eh bien elle ne nous appartient pas, donc on n'a pas le droit d'aller farfouiller dedans. Donc, bon, bah, malheureusement, je pourrais casser la garantie, je n'ai pas avoir de soucis particuliers avec ce fournisseur d'accès, ni de soucis particuliers avec la justice, donc j'y touche pas. Le plan B. Bah, le plan B, c'est de se dire que ma STB a une interface web. Je peux accéder à ma STB, je peux voir notamment ce qui est installé dessus, pourquoi pas s'il y a un NAS, accéder au fichier du NAS. Et si je regarde la configuration de ma box, hein, qui me fournit quelques informations, notamment concernant les périphériques connectés au réseau, là j'en vois un que je ne connais pas. Ça je connais, c'est mon Raspberry Pi qui est connecté dans mon réseau, dans lequel accessoirement j'ai plein de services. Nemesis, c'est ma station de travail, et là j'ai un host 001. Ah, connais pas. Bon, bah, le réflexe du hacker, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se trouve dessus. Donc bon, la STB, si c'est elle, a priori, a une adresse IP. On regarde un peu plus. Là, potentiellement, à une adresse IP, on peut trouver des services qui sont associés, c'est-à-dire des ports TCP ou DP qui sont ouverts sur cette adresse IP. Et donc on lance un petit scan Nmap sur cette machine, host 001. On trouve quelques ports ouverts, il y a bien quelque chose qui répond. Et on peut voir que la carte réseau, c'est une carte Samsung. Bon, jusque-là, rien de bien transcendant. Là où ça devient intéressant, c'est quand on se met à la place en mode NSA. On met intercepter le trafic et qu'on dit, putain, il y a peut-être du trafic entre cette adresse IP et l'extérieur. Ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on intercepte des communications. Enfin, je dis tout simplement, mais bon, vous doutez bien que c'est pas si simple que ça. Enfin, si vous ne connaissez pas forcément tous les techniques de détournement réseau, on va abuser de certains protocoles pour réaliser l'interception. Donc pour ça, on utilise ce qu'on appelle le RP cache poisoning, c'est-à-dire qu'on va faire croire à la STB qu'on est la passerelle, avec laquelle elle est obligée de communiquer pour dialoguer avec des serveurs sur Internet, et à la passerelle, on va les faire croire qu'on est la STB. Donc on se met entre les deux, et on regarde ce qui transite. Donc bien sûr, si on a des flux chiffrés, on ne va pas déchiffrer. Mais là, on va voir ce qu'il y a. Donc, on couple ça à un Wireshark, et on essaie de sniffer ce qui transite. On regarde tout simplement la donnée qui transite. Et là, surprise. Ça serait pas plus simple de juste connecter la STB à un node et de mettre la machine de sniff sur le réseau. Alors, c'est effectivement envisageable. On peut très bien connecter la machine à un hub, mais dans le cas présent ici, la STB est intégrée à un boîtier général, comme chez certains FAI. On se retrouve avec un boîtier en un qui intègre tout. Bon, on ne peut pas forcément venir à l'intérieur la bidouiller. Donc la seule solution qui était envisagée ici, c'était un RP cache poisoning. Mais c'est vrai qu'on aurait pu sniffer avec un hub, en branchant directement le boîtier sur un hub, ou même sur un commutateur avec la haute technique, c'était aussi possible. Bon, enfin bon, ça revient exactement au bout. Mais bon, l'idée c'est d'arriver à intercepter le trafic qu'il y a entre l'adresse IP qui est associée à la STB et la passerelle. Donc en détournant ce flux de communication, on est en mesure de récupérer des données qui transitent. Et là, bizarrement, on a trouvé des données en clair. Donc, l'état de l'art voudrait que la STB communique de manière sécurisée avec l'extérieur, c'est-à-dire au mieux avec un VPN, et au pire avec des protocoles basés sur TLS ou SSL. Bon, et là, malheureusement, c'est pas forcément le cas. Alors, sans dévoiler trop d'informations, on a une update via FTP avec un protocole FTP, login mot de passe que j'ai bien sûr masqué avec un soin tout particulier, les adresses IP qui sont aussi masquées, et puis les noms de fichiers qui sont téléchargés. Bon, le problème c'est que ce sont des fichiers .bin. .bin ça ne me parle pas, moi. Désolé, c'est binaire, je ne sais pas ce que c'est. Donc qu'est-ce que je fais? Je récupère tranquillement ces fichiers qui ont été téléchargés directement de ma capture, et je regarde, et des fichiers flash qui sont juste packagés de manière particulière. Là encore, quelques données ont été masquées, bien sûr, pour pas donner les éléments clés en main. Ce que je vois ici, ce sont des fichiers binaires d'update qui sont téléchargés, des fichiers qui correspondent à des applications flash.
Ok, c'est téléchargé en clair, il y a du FTP. Qu'est-ce qui se passe si je me fais passer pour le serveur FTP? Je peux fournir absolument ce que je veux. Et après, les possibilités sont assez énormes. Pour le replay, il y a des sites en HTTP, tant qu'à faire. Pourquoi s'embêter à mettre du HTTPS? Le HTTP, hein, c'est pour les ponts. Donc on peut voir ici notamment certaines requêtes qui sont menées. Et puis un petit truc sympa là, que je vais faire remarquer, c'est @serving égale 1 qui est passé directement dans les cookies. Bon, @serving égale 1, on veut bien à quoi ça sert. Add étant, voulant dire pub en anglais. Bon, qu'est-ce qui se passe si je mets 0? Peut-être un petit truc caché, on sait pas trop. Bon, SSL apparemment c'est pour les faibles. Donc, bon, déjà, quand on arrive ici, on se dit l'update en HTTP, les systèmes de communication de replay en HTTP, on est quand même face à un truc assez sympa. Et puis on peut s'amuser encore un peu plus. On peut regarder que les pages web qui sont téléchargées et qui sont notamment consultées via replay intègrent du JavaScript. Et là, on a le poids qui se hérisse quand on voit ce genre de choses. Ce genre de choses dit quoi? Eh bien, on a une fonction set qui est paramétrée dans la framework. Premier paramètre, c'est fs comme file system. Deuxième, file. Troisième, le nom du fichier à laquelle on ajoute ici le nom du contexte. Et puis après, des informations. On est en face d'une fonction qui, en JavaScript, permet d'accéder au file system. Comment dire? Alors, d'un point de vue développement, je peux tout à fait concevoir qu'on développe ça parce qu'on est pressé, on est feignant, on est dans l'urgence, mais il y a des limites quand même à la bêtise. Si on regarde le navigateur, on utilise Anfresco. C'est un vieux navigateur qui supporte un JavaScript qui n'est pas du JavaScript 1.6, bien sûr, hein, une ancienne version, ancienne, qui est bon, plus trop maintenue, plus trop utilisée, mais apparemment ils arrivent quand même à en vendre encore. Et elle est conçue par Sagem. Bon, on va pas blâmer les ingénieurs Sagem, hein, ils font avec le temps qu'on leur donne et l'argent qu'on leur donne. Première remarque, un framework JS. Bon, il semble accéder au système de fichiers, ça on l'a vu. Il n'est pas documenté, bien sûr. Et bien, vu la version de JavaScript, vous pouvez vous douter qu'on ne peut pas faire de l'introspection directement pour récupérer tout le code des fonctions ou voir récupérer le framework. On peut reverser le JavaScript, c'est possible, mais bon, on va réussir à creuser. Vu qu'on est en interception de flux, on peut aussi s'amuser à faire d'autres attaques. On peut par exemple essayer, non pas d'intercepter, mais de venir remplacer du contenu. En remplaçant du contenu, on peut essayer de faire une redirection. Comment faire? Eh bien c'est simple, on va venir injecter un code HTML en faisant consulter une page particulière à la STB, en naviguant avec le menu par exemple dans le replay, et on va lui retourner un bout de code JavaScript qui va la rediriger vers file //. Le protocole file permet d'accéder au disque local, notamment la racine / ici, et d'afficher l'ensemble des fichiers. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En faisant ce genre d'interception, vous avez votre télé qui vous affiche un file system. Et là, bon, l'écran, le fond noir, etc., c'est normal, hein, c'est dû aux configurations par défaut du navigateur. Mais on voit clairement une arborescence avec des dossiers et puis des fichiers. Good. Bon, c'est sympa, on a réussi à faire ça. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous prenez votre télécommande, vous pouvez naviguer dedans. Bon, maintenant, si on envisage une attaque, alors je dis bien si on envisage, j'ai pas compromis la sécurité de ma boîte, j'ai pas tenu à aller beaucoup plus loin, j'étais blasé assez rapidement en fait par la sécurité de ce truc-là. Et ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer d'imaginer une attaque possible et de tester juste quelques points d'attaque. C'est-à-dire, est-ce que je peux par exemple, ici, détourner le trafic et injecter une page custom? Bon, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait il y a 2 minutes. C'est possible. Est-ce que je peux lire des fichiers présents sur la STB? Bah oui, on a un framework qui permet d'écrire. Permet peut-être de lire. S'il y a des fonctions qui permettent de lire des informations. On a une écriture de fichiers arbitraire sur la STB qui est peut-être possible, avec le framework, à creuser. Et on va essayer d'évaluer l'impact potentiel. Alors, première étape. On va essayer d'injecter un payload en HTML, c'est-à-dire de forcer une page HTML à être interprétée par la STB. Donc on détourne le trafic, mais imaginez-vous, on se met au milieu entre la STB et Internet, et on la fait requêter une page, un petit peu comme ce que fait la NSA, si vous voulez, mais sur le plan local. Et on va venir donc faire la requête d'une page, intercepter la requête, avec quelques petites manipulations réseau, à l'aide de notre cher ami NetFilter, piloté à l'équipe étable sur un Linux. Et on va rediriger toutes les requêtes à destination du port 80 vers un proxy local, totalement transparent, qui va venir fournir notre page, en lui disant, bah, en fait, nous on est le serveur, t'inquiète, on t'envoie la page, c'est normal. Il n'y a pas de vérification possible de la part de la STB, vu qu'on n'est pas sur des protocoles sécurisés, elle ne peut pas vérifier l'identité de nos serveurs, et donc elle prend ça pour argent comptant. Donc un petit proxy en Python, qui est fait avec du Twisted, on met en place un empoisonnement RP couplé à des règles IPTAL pour faire la redirection, on redirige vers une page hébergée sur la machine, donc avec un petit serveur Apache, et le code du proxy est standard dérivé d'un exemple Twisted. Je ne suis pas embêté, hein, j'ai pris les standards classiques de Twisted, et je vais manipuler un petit peu le code pour que ça soit un peu plus transparent. Et je fais une injection de ce script
un script en JavaScript avec alert, this is Stevie speaking, et fin de valise. Et votre télé se met à vous parler. Normal, hein, c'est la même technique que tout à l'heure avec l'affichage de l'arborescence. Étape 2, lecture de fichiers locaux. On utilise le framework JS pour lire et afficher le contenu de fichiers précis. On sait bien sûr de l'arborescence identifiée précédemment lorsqu'on a fait la petite navigation dans le système de fichiers à l'aide du protocole file. Voyons voir. Ah bah oui, on arrive bien à lire des fichiers. On peut lire des fichiers, on peut voir, il y a quelques trucs qui ont été floutés, mais bon, on peut voir par exemple l'username, le mot de passe. Qu'est-ce qui se passe si je récupère ces informations et que j'aimerais les remettre dans une autre box avec un autre fichier? Et bien il y a peut-être possibilité de faire la duplication de boîtes. Et potentiellement, si une personne a accès à un contenu, on va dire un peu plus adulte par exemple, elle vient pouvoir accéder à ce même contenu adulte à partir d'une autre boîte. Faire croire qu'il y a le même abonnement qui est présent sur différentes boîtes. Bon, je ne vous cache pas que c'est possible de détecter ça côté opérateur, en voyant qu'il y a plusieurs adresses IP qui requêtent avec le même compte. Bon, mon but n'est pas d'être malveillant dans ce type on va dire, d'interrogation. Donc j'ai juste essayé de voir ce qui était possible de faire sans faire quoi que ce soit dessus. Contenu de flash var commonconfig.txt, on voit bien que c'était juste des paramètres qui sont mis. Donc je peux très bien venir réécrire si jamais j'ai le droit de réécrire. Bon, on essaie d'écrire quelques fichiers, un payload, on va faire un get du fichier de configuration, j'essaie de récupérer le prog version, on écrit ça dans le document, et puis on fait un set avec fs, file, et puis j'essaie de mettre un fichier yay.htm qui contient un contenu yay sur lequel je pourrais surfer par exemple avec mon navigateur. Et bien sûr, je fais une fonction de refresh pour pouvoir changer la page régulièrement et venir la pousser au fur et à mesure. Bon, bah, si vous regardez bien ici, il y a un fichier yay.htm qui est apparu, et puis d'autres fichiers, hello.htm, test, donc c'était le test précédent. Et on a réussi ici à créer des fichiers sur notre STB. Donc, moralité, un framework JavaScript qui permet d'accéder au file system, là c'est contraire à toutes les règles, on est sur un mécanisme qui peut facilement être utilisé contre la machine. Si on essaie d'identifier l'impact, maintenant qu'on a vu un petit peu ce qui était possible de faire, on va essayer de se demander quel est le risque encouru. Ah oui, c'est-à-dire que maintenant, avec tout ce que j'ai trouvé, et encore je me suis arrêté là, je pense qu'en cherchant un peu plus, on aurait pu trouver d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme risque? Quelles sont les autres attaques possibles? Donc première étape, par exemple, celle que j'ai déjà envisagée lorsque on en a discuté, l'usurpation d'identité. Donc se faire passer un boîtier pour un autre boîtier. Par exemple, si j'ai un boîtier et que je souscris à un abonnement genre XXL TV, je paye, et je suis authentifié avec mon numéro de série de périphérique, mon username, password. Or, toutes ces informations-là sont mises dans des fichiers plats. Si j'arrive à dupliquer des fichiers plats et les recoller dans un autre fichier plat sur un autre boîtier, vu que je peux lire et écrire, je peux essayer de créer un clone, entre guillemets, de la boîte, et faire profiter mes amis de trucs gratuits. Enfin, moi je paye, mais eux c'est gratuit. Deuxième menace, le jailbreak. La fonction de mage par FTP, donc les mises à jour par protocole FTP, peut être détournée afin de forcer l'installation d'applications Flash Custom. J'ai reversé en fait le format de fichier. Je peux repackager des applications Flash qui peuvent potentiellement exploiter des vulnérabilités, les fournir à la box, à STB, en disant tiens, c'est du bon, c'est du nouveau, c'est ta nouvelle application, mange-en, c'est bien. Elle va venir pour télécharger le fichier, l'exécuter et potentiellement faire une action de virement. Oui. Est-ce que, enfin je suppose que tu as récupéré les fichiers Flash, enfin les firmwares, tu les as reversés, est-ce qu'ils sont signés, est-ce qu'ils ont une protection? Alors, 5 suppositions sur lesquelles j'ai reversé, mais ils sont pas forcément signés. Troisième menace, modification du comportement. Donc on peut par exemple envisager de supprimer les pubs. On a vu qu'il y avait un cookie qui était passé, on peut très bien le changer. Et exit des pubs, exit des 40 minutes d'attente de chargement du replay avec tous les pubs pourris sur internet. De notre côté, on va aussi saper leur business model qui consiste à vendre du replay à la grande coup de pub. Donc si on veut faire une petite conclusion assez sommaire par rapport à ce qu'on a pu observer sur cette STB, bon déjà, première grande catégorie, enfin c'est même la principale sur cette présentation, c'est qu'il y a une méconnaissance des risques. Les mecs qui ont créé la boîte, qui ont créé la STB, ne savaient pas forcément quelles étaient les attaques qui existaient, ou qu'on pouvait mener sur ce genre de système. Sinon, ils n'auraient pas utilisé du HTTP, du FTP pour les mises à jour. Ils n'auraient pas aussi mis en place un framework JavaScript pour venir faire des accès système, des accès file system en lecture, en écriture. Donc il y a clairement une mauvaise connaissance des menaces et des techniques. Pareil, des canaux de communication non sécurisés,
c'est-à-dire qu'ils peuvent être manipulés par un attaquant, et l'attaquant peut très bien venir de l'intérieur, hein, pas forcément d'Internet. C'est vrai que pour faire de l'interception, après au niveau Internet, il faut être soit bien placé, au niveau par exemple si vous avez de la fibre ou autre, soit de la NSA ou d'autres services de renseignement, et aussi des paramètres qui sont mal vérifiés, qui sont mal validés, ce qui permet de faire de l'attaque. Et tout ça, ça affaiblit le niveau de sécurité de la STB. Donc bon, ça expose quand même pas mal d'utilisateurs, tous ceux qui potentiellement utilisent ce boîtier. Alors c'est un cas parmi d'autres, hein. Je tiens à préciser que j'ai eu l'occasion, par un miracle X ou Y, de tester un autre boîtier de ce type-là, fourni par un autre constructeur. Et il se trouve que par exemple, cet autre boîtier utilisait un VPN. Et donc là, du coup, pour faire de l'interception ou essayer de manipuler au niveau réseau ce type d'équipement, c'est beaucoup plus difficile. Quelques remarques quand même. Donc, je ne vais pas fournir de proof of concept ni d'exploit, c'est pas mon but. L'idée c'était de vous sensibiliser surtout aux problématiques liées à l'embarqué, en l'occurrence ici, mais plus généralement la conception de logiciels sécurisés. Ici on a un exemple concret assez flagrant de personnes qui ont travaillé sur une solution qui est matérielle à la base et qui intègre quand même du logiciel. J'ai oublié de préciser, le système c'était du VXWorks, mais bon, ils développent une partie logicielle et ils développent tout un ensemble de services en Flash par exemple. Et on en oublie un petit peu les rudiments quand on travaille sur de l'embarqué. Parce qu'on se dit, ouais, personne n'ira voir ça. Alors, de toute manière, il faudrait se donner vraiment du mal pour arriver à faire ça. Oui, mais malheureusement, il y a des personnes qui se donnent du mal. Il y a des personnes qui se donnent du mal, par exemple, pour mettre en place des protections et des sécurités. Il y a des petits malins qui s'amusent à casser ces protections et ces sécurités. Le problème, c'est que pour une question d'image, il suffit juste qu'un petit malin casse ça. Et par exemple, ici, quelqu'un arrive à faire un peu plus, on va dire même beaucoup plus que ce que j'ai fait ici, et dévoile le nom, la marque, le modèle, et donne tous les codes sources permettant d'exploiter pour commettre la sécurité d'un nombre, on va dire, assez important de boîtes, ça peut être problématique. Ici, notamment, pourquoi est-ce qu'on a peut-être d'autres vulnérabilités qui peuvent être au fil d'autres portes. Par exemple, je me connecte en Wi-Fi sur un réseau, j'installe, je compromets la STB, je peux mettre un malware, si j'ai un malware qui fonctionne sur l'OS. Et c'est quelque chose sur lequel on n'ira pas chercher, parce que ça fait partie d'un truc qui est vendu comme ça, tout seul, en boîte noire, et on n'ira pas forcément voir pourquoi ça... Tiens, bizarrement, on a la STB qui se met à envoyer des trucs bizarres sur Internet et à lancer des attaques NTP. On ne sait pas. C'est bizarre. Mais ça, bon, on peut envisager. Il faudrait quand même vraiment se donner du mal et avoir que ça à faire. Mais bon, pour la forme, et par éthique, je ne donnerai pas de POC, pas d'exploit. Ce que je veux bien que vous compreniez ici avec ces techniques d'attaque, c'est qu'avec des hacks relativement simples, on peut arriver à mettre en déroute la sécurité de ce qui peut sembler relativement complexe. C'est-à-dire peu de moyens, on arrive à faire des choses sympas. Bon, après, il faut maîtriser bien sûr les techniques. Ces slides ne sont pas disponibles en téléchargement. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de vous fassiez comme les journalistes du Monde avec notre chère Madame Taubira qui se sont amusés à zoomer sur les documents. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Pas vous amuser à regarder les métadonnées de tous les fichiers, etc. Donc par mesure par pure parano, J'ai tout filmé avec mes Google Glass. C'est déjà sur Internet. sympa les Google Glass. Mais bon, donc pas disponible en téléchargement, puis bon, si ça vous a plu, on peut en parler autour du bière, si vous avez des questions un peu plus poussées, disons. Là, il y a plein de domaines que je n'ai pas abordés qui sont connexes, comme le hardware hacking, par exemple, le fait effectivement de briser le CD, d'aller bidouiller ce qu'il y a dedans, et essayer de récupérer de l'information. C'est tout un domaine à part, ça fera peut-être l'objet d'un prochain talk, je sais pas. Mais en tout cas, c'était pas forcément couvert ici par cette présentation. Puis pour les amis des chats, aucun chat n'a été blessé durant l'écriture de ces slides. Bon, quelques remerciements quand même, parce qu'il faut pas les oublier, les remerciements. Mon super fournisseur d'accès, sa Superbox, qui est super. Samsung, pour les STB, sincèrement, beau boulot les gars. Bon, il se trouve que bon, c'est peut-être ancien, ça a peut-être été corrigé depuis, ça fait un petit moment que je vais faire ces recherches-là, bon, sans plus. Et puis bien sûr ma femme, parce que bon, comment dire, elle aime la télé, et malheureusement je crois qu'elle en consomme plus que moi, et que le temps que je passe avec un accès à la télé relativement faible, donc j'ai pu profiter du temps dispo, c'est-à-dire entre 1h du mat et 4h du mat pour pouvoir faire mes tests. Ce qui explique aussi que les photos sont relativement sombres. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté? Oui. Faire une blague? Ouais. Est-ce que tu l'as notifié au constructeur ou au FAI? Quelle a été leur réaction? Alors, pour une blague, c'est une bonne blague. Disons que la dernière fois que j'ai notifié quelque chose à quelqu'un, j'ai failli avoir des soucis. Et je l'ai fait sans forcément avoir une mauvaise intention. Donc, depuis ce jour-là, je me calme un peu sur les notifications. Donc, c'est pour ça que je ne notifie pas de constructeur et autres. Mais si un contact pour ce FAI qui daigne se manifester, qui a reconnu par hasard son système, ouais. Moi, je serais tout ouvert à donner tous les détails. Mais par mesure de précaution, et je dis ça par expérience, malheureusement, non.
Après, c'est un sujet qui peut être Il discuté. faut envoyer l'analyse chiffrée en PGP à Snowden, et qu'il la transmet à Greenwald et qu'il la publie dans le Guardian. Disons qu'en France, et là, le constructeur fera disons qu'en France, c'est quand même triste à dire, mais on est quand même face à un monde où il faut à chaque fois un responsable. Et même si on y met toute la bonne volonté du monde, il y aura toujours le doute de « Ah ouais, mais est-ce qu'il a pas fait pire ?» Et tant qu'il y aura ça, et les RSSI qui sont un peu frileux pour leur poste et leur paye, malheureusement, on risquera, entre guillemets, je dis bien on risquera parce que tous les RSSI ne sont pas pareils, tous les sociétés ne réagissent pas pareil, mais quand même, il y a une certaine réserve à avoir, ce qui explique la parano que j'ai eue, entre guillemets, ici. On serait peut-être aux États-Unis, on serait sur des bonnes plantations où on fait du bashing à tout va. Je ne peux pas me permettre ça. Par contre, ce que j'essaie de me donner en filigrane de cette plantation, c'est vraiment des méthodes, et puis surtout vous montrer que même si ce qui semble être le plus sécurisé du monde ou un truc qui est totalement en boîte noire, et bien avec des techniques d'analyse relativement simples et des outils accessibles à tous, on peut arriver quand même à déduire des choses. Bon, bien sûr, il y a des trucs qui sont beaucoup plus sécurisés, qui demandent encore plus d'efforts. Mais bon, faut pas perdre de vue que les développeurs sont des feignants. Je dis pas ça parce que ce sont des feignants que vous n'avez pas bossé. Hein. Je dis que le développeur est feignant parce qu'il a besoin de... c'est un besoin de créer des programmes pour se faciliter la vie, simplifier la tâche, et donc il va à l'essentiel, ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui est simple à faire. Et donc la sécurité, c'est un frein pour le développement, et c'est notamment ce qui va être exploité, enfin ce qui a été exploité ici durant cette analyse. D'autres questions? Bon, Il n'y a pas eu, enfin, si, quand même, il n'y a pas eu, parce que, je peux pas citer, mais ça semble relativement évident que cette top box, il y a du logiciel, donc il y a des bugs, et il n'y a pas eu, il me semble que dans les comptes de sécurité, on voit des gens s'attaquer aux télécommandes, aux frigos, aux grille-pains, et jamais cette top box. Cette top box, non, très peu au final. Alors ça va venir, de toute manière au niveau de cette top box, il y a certaines versions qui sont plus atteintes à... En fait c'est plus, je pense, plus marquant de pirater un frigo et de mettre en place un botnet sur un frigo connecté par exemple, que de pirater les set-top box. Il y a beaucoup de travail qui a été fait aussi sur les téléphones IP, sur les imprimantes. Mais les STB, pas tellement. Là c'est une étude de cas en plus, donc c'est une box qui est réelle, mais je ne vais pas pu en dévoiler plus. À mon avis, il n'y a pas que celle-là qui serait concernée par ce genre de problème. On est entre nous. Même si on est entre nous, non. Ah oui, il a dit après plusieurs siècles. Après, il faut que je rentre aussi, parce que là, on a pris du retard et je vais me faire discuter en rentrant. Concernant la critique sur les protocoles non sécurisés, je comprends tout à fait que ça soit complètement idiot, mais les STB justement ne sont pas censés recevoir du flux en continu et un gros flux pour pouvoir afficher en direct. Alors, pour la partie flux, si, elles sont censées recevoir du flux en continu, mais le flux, quand tu me parles en continu, c'est principalement du flux vidéo, audio-vidéo. Là, c'est des protocoles qui peuvent être aussi, entre guillemets, sécurisés, donc typiquement du RTNP ou RTNPS qui est utilisé pour le flux vidéo. Dans certains cas, comme les players flash ici, sur la box, ce n'est pas le cas, mais il y en a d'autres où c'est effectivement le cas. Mais au final, ce qu'on cherche, nous, c'est pas forcément ce flux-là, mais plus des flux annexes. Tout ce qui est métadonnées qui servent pour la communication entre la box et l'extérieur. Bon. Mais bon, après, c'est vrai que si, dans le cas présent, ils avaient utilisé un VPN, un peu plus embêtant à configurer, qui implique aussi quelques contraintes en termes de mise en œuvre, s'ils avaient mis un VPN, toute cette interception, cette attaque n'aurait pas pu être réalisée. Pareil si l'update était effectué, non pas par du FTP, mais par un protocole un peu plus sécurisé, FTPS ou autre, ou SFTP, on n'aurait pas pu effectuer ça. À condition bien sûr que les certificats soient bien vérifiés et que toute la chaîne de confiance soit... Et qu'ils n'utilisent pas le TLS pour vérifier. Et qu'ils n'utilisent pas le TLS pour vérifier les certificats, par exemple. Il y a quand même pas mal de si. Mais voilà. Ça met des freins. C'est pas impossible de pirater le boîtier, mais ça va falloir mettre beaucoup plus de conviction et d'effort pour arriver à compromettre. Après, encore une fois, c'est une question de temps. C'est-à-dire que les protections qui sont mises en œuvre lorsqu'on sécurise des systèmes, ce sont des barrières qui vont être franchies par les attaquants, qui peuvent tomber au bout d'un certain temps. Alors bien sûr, plus c'est fort et plus ça résiste longtemps, mais ça ne résiste pas indéfiniment. On voit clairement avec la crypto, par exemple. On mettait du chiffrement, vous disiez il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années de ça, le chiffrement... franchement, 1024 bits, c'est bien, maintenant, ça tend à limiter. C'est en constante évolution, les attaques aussi évoluent. Ce qui est incassable, ou presque, aujourd'hui, peut être cassé facilement demain. Et donc, il faut prendre ça aussi en considération.
Donc les attaques que je montre ici, elles sont assez simples à mettre en œuvre de nos jours. Revenez il y a 10 ans en arrière, voire 15 ans en arrière, c'était quand même plus difficile, on n'avait pas forcément les outils. Wireshark n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, il était réel d'ailleurs à l'époque, et on n'aurait pas cette facilité aussi au niveau de manipulation. Bon, je vous avoue qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas de cette méthode, forcément, pour les attaquer, c'était plus difficile ici. Voilà, question. Il y a l'impression que, c'est un peu philosophique, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux qui se mettent à faire de l'informatique, que ce soit dans un frigo, ou dans une voiture, ils recommencent les mêmes erreurs à chaque fois. C'est d'autant plus vrai sur l'embarqué. C'est assez. Mais chaque communauté de l'embarqué refait les mêmes erreurs et redécouvre. Oui, il n'y a pas du tout de. Il n'y a pas du tout de prise en compte de retour d'expérience d'autres communautés ou d'autres systèmes embarqués par exemple. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez flagrant. Et c'est valable aussi pour le hardware hacking en fait. Quand on se met à bidouiller au niveau électronique des différents systèmes, on se rend compte que au final, en fait, on fait comme d'habitude. Le terme d'Internet des objets est un peu trompeur ici parce qu'un argument courant pour ne pas utiliser le chiffrement et les vérifications, c'est la question de consommation de ressources. Alors là, cette top-box, elle a un processeur, une mémoire qui va lire sur un ordinateur, elle a du courant électrique autant qu'il faut, donc il n'y a vraiment aucune excuse. C'est pas comme si on avait un petit microcontrôleur 8 bits dans un frigo. C'est vrai qu'il n'y a pas de contrainte technique. Il n'y a aucune contrainte technique, donc là c'est vraiment de l'ignorance. Oui, c'est ça. C'est méconnaissance des attaques possibles, des mécanismes, et puis je pense que les personnes qui ont développé ce framework JS, par exemple, on va simplifier la vie, on va faire un framework, un MVFE, en fait, c'est un plugin au final du navigateur qui offre l'interface JavaScript. Et en faisant ça, on va pouvoir faire facilement ce qu'on veut à partir de la partie web. C'est plus facile à maintenir. Tout ce que j'ai à faire, c'est à payer des gens qui ont développé le portail. Et si on a besoin de certaines fonctionnalités ou de toucher à certains fichiers de configuration, on pourra le déployer très facilement. Donc après, on retombera sur le classique de la sécurité, hein, c'est-à-dire un compromis entre la facilité d'utilisation, la sécurité et voilà, je parle du troisième point. Facilité d'utilisation, fonctionnalité et sécurité. Donc si on va vers l'un, on penche dans les deux autres. Donc si on essaie de faire quelque chose qui est facile d'emploi, comme c'est le cas ici, ou facile à maintenir, on va forcément pêcher en termes de fonctionnalité et de sécurité. D'autres questions? Bon, bah, merci beaucoup. Bien, merci à tous. Merci à tous. En tout cas, il y aura d'autres événements les jeudis après-midi. Vous serez informés par email. Hein, on vous invitera par email. Et puis Dylan se chargera de la prochaine Security Day, la Security Day 2015. Voilà. On applaudit Dylan pour ses efforts. Merci. Et tous les membres du labo sécurité de l'ELGI. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Je ne sais pas s'il reste encore des boissons en bas. Voilà, donc pour vous rafraîchir, il y a encore des boissons en bas. Et puis, écoutez, merci encore pour tous. C'est open, c'est ouvert. Tu fais encore rapidement des trucs avec tes copains. Ouais, non, en fait, dans le gros réseau affiché sur la box, il fait des validés de la STB. Non, mais en fait, là, on voit direct sur le côté de la caméra. Je fais la récupérer. Ah, bah ça, je dirais pas. Je vais tout récupérer. Bon, il y a Alain qui va venir récupérer ça. Bon, bonne soirée. Merci. Bonsoir, merci. Merci en tout cas. On va lui dire je suis une génération de la télé encore ségrégée dans un coin de la comme toucher à sa télé. À la trine. Ça c'est Je vraiment. peux pas la télé, c'est pas la STB. C'est la STB, c'est la télé. oui, mais il y a pas de raison de se connecter. Ah non, l'idée c'est de montrer que la STB en tout cas, c'est une arrivée de Netflix et Disney pour